12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, 2 essais. L'un porte sur la nuit de noces et propose une histoire de l'intimité conjugale. L'autre est un recueil d'articles d'un des philosophes les plus lus dans le monde, Peter Singer, connu pour ses textes sur la libération animale. Nous en débattons ce midi avec Marie Boéton. Bonjour Marie. Bonjour. Grand reporter pour La Croix l'Hebdo. Et face à vous, Nora Boisouni. Bonjour. Bonjour. Journaliste indépendante et présidente de l'association des critiques de séries. Soyez les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale d'Aïcha Limbada. De vieux époux, tout tremblotants, marient leurs petits-enfants. Après le bal, vers les minuit, la bonne vieille dit à sa petite fille tombant de sommeil, je vais te donner des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mariés, mais le grand-père plein de gaieté. Dis doucement, bonne maman, laisse-les donc ces petits-enfants. Viens, popole, viens, popole, viens. Ces 2 petits polissons n'ont pas besoin de leçons. Ah, viens, popole, c'est dur d'interrompre cette belle chanson, Viens Poupoule. Que se passe-t-il dans le secret de la nuit de noces? Si aujourd'hui celle-ci n'est plus déterminante pour le couple, la sexualité ou l'institution conjugale, elle a été durant le 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle une étape décisive pour chacune et chacun. À la fois rite de passage, sexuel et social, lieu d'imaginaire et de savoir médical, produit et production de normes de genre, le paradoxe était que cette scène inaugurale, certes centrale, se devait pourtant d'échapper au regard et ne se racontait pas. Dans ce livre issu de son travail de thèse, Aïcha Limbada n'élude pas cette difficulté et à travers des archives incroyables, déploie de ces quelques heures de la vie des individus une histoire de l'intimité conjugale. Marie Boéton, avez-vous été comme moi impressionnée par la richesse de cet ouvrage? Absolument, Géraldine. J'ai trouvé foisonnant et c'est un peu un paradoxe parce que c'est vraiment un moment universel, assez universel, et pour autant qui n'avait pas du tout été investi par le champ académique. Et elle réussit assez génialement par un vrai travail d'investigation et d'archéologie historique à nous le rendre vivant par des documents qui sont de nature très 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 différents, quoi, sociologiques, psychologiques, les archives apostoliques matrimoniales, des documents médicaux, etc. Et on ressort de cet ouvrage avec une vue à 360 degrés de ce moment, en effet, qui en plus, qu'elle ne fait pas que décrire par le menu. Je trouve qu'elle nous montre très bien en quoi cette scène inaugurale, comme vous dites, est emblématique de la domination masculine et de l'institutionnalisation et de la normalisation de la violence sexuelle à cet instant-là. Donc je trouve ça absolument exceptionnellement réussi. Nora Boisouni, vous partagez aussi cet enthousiasme? Ah oui, complètement. Moi, j'ai trouvé intéressant cette plongée. On pénètre, sans mauvais jeu de mots, dans la chambre nuptiale. Oui, parce qu'il est beaucoup question de pénétration. Il est question de pénétration, puisque elle a donc utilisé les archives judiciaires ecclésiastiques, donc les affaires dites causes matrimoniales, qui sont des moments où un époux ou une épouse va voir l'église pour obtenir la dissolution religieuse du mariage, pour se remarier à l'église quand bien même un divorce laïque aurait été prononcé. Donc on entre dans des témoignages d'épouses ou d'époux qui, en fait, plaident souvent la non-consommation, donc la non-pénétration du sexe de l'homme dans le sexe de la femme et l'éjaculation qui devrait s'en suivre, pour dire ce mariage est nul et non avenu, ou bien défaut de consentement. Donc on a vraiment des témoignages de première main de gens qui viennent de vivre quelques mois auparavant une nuit de noces, quoi. Et donc cette plongée dans un événement, comme elle le dit, qui est paradoxalement à la fois très privé et très public, et souvent tragique et parfois comique. Alors il faut peut-être rappeler pourquoi cette nuit de noces est si importante en fait au 19e siècle. Il faut dire que le divorce n'est plus légal entre 1816 et il ne redevient légal qu'avec la loi Naquet en 1884, ce qui fait que vraiment le terrain, l'espace, la temporalité sur laquelle se penche Aïcha Limbada, c'est vraiment ce 19e siècle. Elle va jusqu'à 1920, mais vraiment c'est ce 19e siècle où la nuit de noces est très importante. C'est à la fois l'entrée dans la vie conjugale, le premier rapport sexuel est vraiment là où se jouent des normes de genre. Est-ce que vous avez vu tout de suite la portée peut-être
actuelle, en fait, parce que c'est un travail historique, de thèse, donc, mais on y voit quand même poindre toutes les dimensions actuelles de cette question du consentement, des inégalités de genre. Nora Boisouni. Oui, bien sûr. En fait, c'est terriblement moderne, quoi. Comme vous le disiez avant, on voit le déséquilibre, la domination masculine. Alors, c'est à travers les normes de genre qu'on n'a pas dépassé, la domination masculine et la soumission féminine qui est intériorisée, les rôles sociaux, la possession de la femme par le mari, le défaut du consentement, ce qu'on appelle aussi le viol légal, cette expression qui est abominable, le devoir conjugal. Et puis, on a l'obsession de la virginité. Et ça, elle en parle très longuement, qui est surinvestie pour la virginité féminine, j'entends. Et on a aussi la question du savoir, de l'expérience. Donc le double standard dans lequel on tient les femmes et les hommes, où il serait vertueux pour les femmes et naturel de ne pas savoir les choses de la vie, comme on dit, et que c'est l'homme qui doit l'initier. Et ça, pour moi, c'est terriblement, tragiquement moderne. Marie Boëton. Oui, je trouve qu'elle montre très bien, alors même qu'on parle d'un moment ultra intime, l'extrême codification sociale et morale de ce moment-là, avec en effet une dissymétrie absolue, des injonctions qui sont faites à chaque sexe, alors même qu'a priori on est plutôt sur une fusion des corps, mais là, la femme doit être vierge, sans quoi elle est considérée comme dépravée. L'homme doit en revanche connaître les choses du mariage, comme on dit, sans quoi c'est sa virilité même qui est questionnée. Donc on est dans une opposition absolue, en fait, des deux sexes, et avec en effet un regard social qui est porté, les autres sont là, et une fabrique. J'ai trouvé que le terme, je crois que c'est le terme d'un de ces chapitres, la fabrique de l'ignorance. On fabrique l'ignorance c'est le deuxième des chapitre. femmes, voilà, avec un rôle que moi j'ai trouvé incroyable, qui est dévolu aux mères, qui fabriquent le silence. Alors soit c'est par gêne, soit c'est par convenance, les mères ne disent rien. Et de ce fait, pour moi, elles se rendent coupables parce que elles mettent vraiment leur jeune fille totalement à la merci d'un époux qui, lui, sait. Alors, est-ce qu'on peut désirer ce qu'on ne sait pas? Enfin, c'est presque une question philosophique. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et la mère dit parfois quelques minutes juste avant à sa fille, laisse-toi faire. C'est comme on entend d'ailleurs dans cette chanson Viens Poupoule, où le mari dit à sa femme non, ne va pas les déranger, parce qu'elle se dit je vais aller quand même un petit peu peut-être leur dire ce qui va se passer dans cette chambre conjugale. Il dit non, laisse-les tranquilles. Et cette fabrique de l'ignorance est assez dingue, et c'est la fabrication aussi de cette figure de loi blanche. On parle d'innocence dans une dimension positive, mais en fait, Aïcha Limbada le dit bien, c'est de l'ignorance qu'on fabrique, et même, le terme apparaît plusieurs fois, qu'on organise. Nora Boisouni. Oui, c'est délibéré. C'est une façon de perpétuer. Effectivement, les mères ont ce rôle de perpétuation de la domination masculine, d'un patriarcat. Les oies blanches, ce seraient donc ces femmes, ces jeunes femmes, ces très jeunes femmes. Souvent, on a quand même des mariages où il y a une différence d'âge qui est assez... les mariages à 15 ans. Mariage à 15 ans, mariage à 16 ans, 17 ans, où le mari en a 20 de plus. Ouais. Et souvent, donc, c'est aussi pour ça qu'on lit ces témoignages, parce que les mariages sont souvent arrangés. Les gens ne se connaissent pas avant, ne se sont jamais presque touchés. Il y a eu peut-être un baiser sur la main. Et on perpétue cette domination masculine, justement, cette intériorisation des rôles genrés pour faire tenir un équilibre social en disant... Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est dans les passages où elle raconte que l'homme est censé créer la femme. Moi, cette phrase qu'elle écrit, ce qu'elle développe, où l'homme, en initiant cette fille, finalement, elle devient une femme par le sexe de l'homme, quoi, ce qui est terrible. Alors moi, j'ai quand même un petit doute que j'ai eu durant cette lecture-là. Alors, il faut quand même le rappeler, je l'ai dit, c'est un travail de thèse, donc ça s'adresse quand même peut-être à des personnes, des lecteurs qui s'intéressent déjà à l'histoire. C'est quand même un travail très érudit, mais on peut avoir un doute quand on est intéressé, par exemple, sur les questions de genre, les études de genre, s'il n'y a pas parfois une forme de projection, c'est-à-dire à mon avis, elle parle de la culture du viol, notamment quand elle aborde la question du viol légal, du viol conjugal. On se demande si en fait ce travail-là, je ne remets pas du tout en cause le travail universitaire, la scientificité, mais n'est pas en fait projeté du côté des lectures que nous on a en 2023 en fait des rapports entre les hommes et les femmes avec nourris de la culture en fait des études de genre, projeté sur cette période-là, qui, en fait, semble détaché de ces questions-là, a priori, en tout cas dans l'air du temps, c'était pas ce qui pouvait prévaloir. Marie Boëton. On pourrait peut-être en effet y voir presque une petite forme d'anachronisme moral. C'est-à-dire qu'en effet... La mention de culture du viol, on ne conceptualise pas les choses comme ça. Ouais. Alors à l'inverse, on peut aussi dire que c'est fondamental pour tous les débats actuels autour du consentement, etc., de savoir qu'on vient de là et que c'était il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai une arrière-grand-mère que j'ai connue, certes parce qu'elle est morte très âgée, mais je l'ai connue, elle est née en 1900. Et j'ai pensé à elle tout au long de ce livre en me disant, mais elle a connu ça.
on parle pas, alors on parle d'un autre millénaire au sens strict, mais on parle pas d'une époque ultra ancienne. C'est-à-dire que cette normalisation et cette institutionnalisation de la violence et ce consentement qui à l'époque est un impensé absolu, eh bien c'était il y a pas si longtemps. Vous continuez Nora Boisoni sur la culture du viol. Moi, où j'ai trouvé ça très contemporain, justement. Alors, effectivement, l'expression culture le viol, elle est très moderne, mais à la fois, on le voit dans les affaires dont on parlait, les causes matrimoniales, qui sont en fait la totalité des témoignages de cet ouvrage. On voit que l'Église statue aussi quand il y a ce qu'ils appellent un défaut de consentement. Alors, ça peut englober plein de choses, mais justement, ça peut être quand les femmes, justement, on parlait des oies blanches, quand les femmes disent « je ne savais pas à quoi m'attendre » et il a été brutal, et il m'a forcé, et je ne savais pas que c'était comme ça que ça se passait, l'Église va statuer pour l'épouse pour dissoudre un mariage où on ne peut pas consentir à ce qu'on ne sait pas non plus. Alors, il faut revenir donc effectivement sur la manière dont a travaillé Aïcha Limbada, parce que elle s'est nourrie à la fois de la culture littéraire. Elle parle de Maupassant, de Balzac avec sa physiologie du mariage. Elle parle aussi de manuels de conjugalité, de manuels médicaux, de textes religieux. Et puis il y a ces archives apostoliques vaticanes, donc comme vous l'avez dit Nora Boisoni, qui sont conservées donc au Vatican pour pouvoir annuler les mariages. Et c'est là où on a la trace, enfin la parole de ces femmes qui, en fait, fabriquées dans l'ignorance, prennent quand même la parole à certains moments, notamment dans ce genre de cas où elles veulent annuler les mariages. Et alors là, les témoignages, mais les bras nous en tombent. Même parfois, moi, je me ruais presque plus sur les témoignages parfois, vraiment, parce que là, on a vraiment de la parole. Alors, paradoxe aussi, cette parole-là, elle est aussi fabriquée parce qu'il faut annuler un mariage. Donc jusqu'où elle est sincère, la question se pose. Mais quand même, à travers ces discours-là, c'est vraiment Michel Foucault et les discours sur la sexualité. Il y a quelque chose qui se fabrique de l'ordre du discours sur la sexualité. Et il y a quelque chose qui est dit de ces femmes-là qu'on n'écoute jamais, Marie Boëton. Oui, complètement. Ces archives, en effet, sont sans doute ce qu'il y a de plus... c'est sans doute là qu'on est le plus proche du vécu féminin, même si moi j'ai trouvé très intéressant quand même de relire Maupassant et Balzac et de me dire, Balzac quand même, la physiologie du mariage c'est 1829 et il est capable d'avoir ce regard critique extrêmement novateur. Et du coup, ça m'interpellait de me dire, mais au fond, je ne vais pas accabler ces hommes. Ils sont le résultat de leur époque. Et ils ont un certain nombre d'injonctions qui leur sont faites aussi. Je veux dire, les mariages, ils ne choisissent pas non plus qui ils épousent, etc. Mais sauf qu'en 1829, il y en a déjà qui savent. Il y en a déjà qui dénoncent. Il y a un très très beau témoignage de militaire en 1872 qui dit, mais je refuse absolument d'imposer à ma femme un viol le premier soir. Bon, donc il a le terme. Ça veut donc dire qu'on pouvait déjà avoir un regard critique. Et je trouve que ça, c'est assez interpellant, en fait. Et dans ces témoignages, d'ailleurs, dans ces archives, il y a des femmes aussi qui disent, moi, je savais très bien ce qui devait se passer à la nuit de noces. On me l'avait dit, ma mère me l'avait dit, mes sœurs me l'avaient dit. Et ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que vous aussi, Nora Boisoni, vous avez été frappée par ces archives? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une éducation sexuelle qui se faisait aussi. Il y avait des hommes qui déjà avaient des idées féministes, qui publiaient, qui défendaient. Des femmes aussi, qui sont citées dans le livre, évidemment. Et donc, au fond, cette question la phrase qui, moi, m'a semblé la plus évidente à la lecture de ce livre, c'est l'intime et politique, et il l'a toujours été, et il a été aussi en termes de lutte sociale et de combat. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était aussi les médecins, donc vous en parliez. Ces ouvrages médicaux où des médecins sont dans la naturalisation de la femme et du rôle social genré au possible, mais certains sont quand même déjà en train de dire non, alors on va arrêter avec les théories farfelues, on va remettre les choses ici, ça se passe comme ça. Mais souvent c'est en termes très cachés, on a des métaphores, des allégories, des euphémismes. Voilà, on nous dit bon, alors il se passe que vous vous doutez bien ce qui se passe, et puis on passe au paragraphe d'après. Mais on a quand même du comique dans ce livre. C'est vrai. Avec des maris qui font croire à leurs femmes que pour faire des enfants, il faut juste introduire un doigt et on attend 10 minutes. Et c'est comme ça qu'on attrape des enfants. Des hommes qui font croire à des femmes qui, effectivement, ne sont pas des oies blanches, qu'il faut du sexe oral pour consommer un mariage. Et des espèces de conseils complètement hallucinants, dangereux, parce qu'il faudrait simuler la virginité et donc raffermir les chairs. Et ça, j'ai trouvé que c'est des passages qui sont quand même très drôles dans ce livre, très tragique et très contemporain sur ces enjeux de genre, d'avoir frottez-vous les parties intimes, mesdames, avec du citron et des produits chimiques pour faire croire au mari, qui lui serait bien bête d'y croire. Alors un dernier mot quand même, moi ce qui m'a aussi intéressé, c'est le fait quand même que la sexualité, déjà avec cette première nuit de noces, soit vraiment vue comme l'accomplissement
de l'amour, du mariage. Et ça, c'est aussi une injonction qu'on a aujourd'hui, en plus avec celle que vous disiez, Nora Boisoni, sur esthétiquement, voilà, comment on doit être, comment on doit présenter. Un dernier mot peut-être, Marie Boëton? Oui, moi ce que j'ai trouvé, pour reprendre ce que vous disiez Géraldine, je pense qu'on n'a plus l'équivalent de ce moment paroxystique. À l'époque, le matin on vit chez ses parents, le soir on vit chez son époux. Ce qui était un attentat à la pudeur quelques heures avant devient un devoir conjugal. Ça n'existe plus, ce moment d'extrême tension. Qui est très brutal. Et très brutal, et d'une très grande violence physique évidemment, mais symbolique aussi. C'est un point de bascule dont on n'a plus l'équivalent aujourd'hui. La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale de Aïcha Limbada, et c'est aux éditions La Découverte. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et on parle à présent de Vegan, une éthique de la nourriture de Peter Singer chez Payot. Est-ce que je peux, est-ce que je dois manger des animaux? Dois-je soutenir l'activité commerciale moderne qui consiste à consommer des animaux? Pour répondre à cette question, moi je crois que la question de la souffrance animale est une question centrale. 1975, Peter Singer, philosophe australien, professeur à l'université de Princeton, publie ce qui sera une révolution en philosophie éthique, la libération animale. Dans la lignée des utilitaristes qui visent à maximiser le bonheur pour le maximum d'êtres vivants, Singer inclut dans son calcul les animaux sur la base non pas du langage et de la raison, mais de leur sensibilité, soit de leur capacité à ressentir la souffrance. Ainsi devenu le philosophe officiel des droits des animaux, il explique, défend et milite pour son véganisme, tel qu'on le découvre dans ce recueil de textes qui va donc des années 70 à la crise du Covid. Si les poissons pouvaient crier, viande cultivée, traitement éthique des poulets, avez-vous été convaincue, Nora Boisoni, par ces plaidoyers végétariens? Alors oui, complètement. Moi, je connaissais déjà Peter Singer et son plaidoyer. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce recueil, qui est très très court. Alors le format est tout petit du livre et il fait 130 pages, donc c'est un livre qui se lit très facilement. C'est très accessible. Plein de petits textes faciles complètement, à lire. C'est un vrai recueil. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il rejette les accusations de sentimentalisme qui disqualifient très souvent les gens qui défendent la cause animale. Et pour moi, sa thèse, elle est limpide, elle est implacable. C'est est-ce que c'est nuisible ou bénéfique aux animaux d'être traités comme ça? La réponse est non. Donc la souffrance est inacceptable et je ne sais pas ce qu'on pourrait lui opposer. Marie Boëton, vous aussi? Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant, extrêmement stimulant intellectuellement. En effet, c'est totalement exempt de sentimentalisme et c'est malheureusement une pente assez fréquente quand on parle de la condition animale. Donc, en soi, c'est très intéressant. C'est une pensée très charpentée. J'ai trouvé qu'il nous pousse dans nos retranchements, nous qui postulons anthropologiquement être en effet à la tête du reste des espèces. Il nous accule à nous demander pourquoi, ce qu'on ne fait jamais de fait. En nous disant au fond, si vous vous considérez, vous, être humain, comme supérieur à l'animal, c'est du fait de vos capacités. Et là, il reprend Jeremy Bentham. Vous êtes en effet donc capable, l'utilitariste. L'utilitariste, voilà. Vous êtes capable de vous exprimer, vous êtes capable de théoriser, vous êtes capable de délibérer éthiquement comme on le fait. Hein. Le lion ne se pose pas la question, il court derrière la gazelle. Nous, on s'interroge sur la pertinence éthique de consommer des animaux. Donc, c'est vrai qu'on a ces capacités-là. Et il nous dit, vous ne vous posez pas la bonne question. Et il reprend Bentham qui dit, voilà, on ne doit pas se demander est-ce qu'il pense, mais est-ce qu'il souffre. Je trouve que ce changement de paradigme, ce changement de focale, quelles que soient les conclusions qu'on tire à titre personnel, est ultra stimulant intellectuellement. Vraiment, c'est ébranlant. Et il répond aux contradicteurs qui pourraient dire, voilà, en effet, on est intrinsèquement supérieur parce que nos capacités créent avec les animaux quelque part une différence de nature, hein, et pas simplement qualitative. Il dit, mais regardez dans vos sociétés humaines, vous n'indexez pas les droits des uns et des autres sur leurs capacités. Nous quatre autour de cette table, il y a sans doute certains d'entre nous qui sont meilleurs en maths et puis d'autres meilleurs en sport et on en fait fi de cela. Nous sommes tous égaux moralement. Donc c'est vrai que c'est extrêmement opératoire que de dire ne vous arrêtez pas aux capacités du vivant. Et là, en l'occurrence, pour lui, ce qui compte, c'est vraiment de prendre en considération les intérêts des animaux en disant est-ce qu'ils souffrent, oui ou non.
ils souffrent, ils ne font donc plus cautionner cette souffrance-là. Mais quel est l'intérêt de ce recueil de textes, sachant que avec la libération animale parue en 75, et on sait qu'il s'en est passé des choses entre 75 et aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, les textes vont de 75, même 73, 72, 73 jusqu'à 2020. Il s'en est passé des choses. Il témoigne, il documente ça, Peter Singer, dans ses textes. Mais au fond, moi, j'ai été un petit peu frustrée. Qu'est-ce qu'il dit de plus que ce qu'il dit dans la libération animale dans ce recueil ? Justement, pour moi, c'est compliqué d'ajouter quelque chose à ça. Pour moi, il a posé quelque chose qui doit être répété, mais comme on le répète aussi pour les droits des femmes, pour les droits des personnes minorisées. D'ailleurs, il tire aussi des comparaisons qui peuvent être un peu vues comme exagérées, en disant on peut remplacer, comme vous le disiez, le mot espèce par le mot race. Il parle des droits des femmes. En fait, il interroge d'une part la morale, l'humanité des humains ou l'inhumanité des humains, et il interroge surtout ce qu'on estime être des pratiques naturelles, en disant c'est une fabrication, c'est une construction à une époque donnée, donc c'est pas de tout temps, etc. Et donc pour lui c'est pas un argument, c'est comme l'esclavage ou le patriarcat, c'est pas parce que pendant des centaines d'années ou des milliers d'années il y a eu une domination d'un groupe sur d'autres groupes qu'il faut la naturaliser et dire c'est acceptable, c'est tolérable. Donc pour lui il brise un dogme, le dogme carniste, le dogme de les humains sont supérieurs aux animaux, en disant c'est un argument qui est non avenu et nul. Donc il ajoute rien, il répète, et je pense qu'il est nécessaire d'insister parce qu'on a une dissonance cognitive tellement forte. D'ailleurs, le terme n'est pas employé, mais c'est vraiment ce qu'il décrit. C'est-à-dire de dire on condamne la souffrance animale, mais on va continuer à manger de la viande. Et on traite les animaux différemment selon que ce sont des animaux domestiques, nos chiens, nos chats, et on fustige la consommation de la viande de chien ailleurs dans le monde. Et par ailleurs, tuer des millions de porcs chaque année pour, comme il le dit, le plaisir des humains. Ce n'est pas un besoin de tuer des animaux. Et il dit qu'est-ce qui est tolérable pour vous ? Est-ce que ça l'est ? Si ça ne l'est pas, arrêtons. Marie Bouéto, est-ce que vous n'avez pas été un peu frustrée quand même par le côté et répétitif, et moi j'ajoute cet argument-là, peut-être parfois un peu en surface, où on aimerait qu'il aille, comme ce sont des recueils, un recueil comme c'est des articles assez courts d'une dizaine de pages, parfois on a envie qu'il aille plus loin. En fait, il répète cette description des abattoirs qui pour le coup fonctionne effectivement très bien, mais en fait on se dit, pousse-moi, bouscule-moi. Oui, notamment, je trouve qu'il fait droit aux arguments de ses contradicteurs et il y répond. Il a l'honnêteté intellectuelle d'y répondre et souvent très bien. Mais quel argument ? Moi, il me manque vraiment. Au fond, il nous dit, je condamne la souffrance animale pour toutes les raisons qu'on vient d'invoquer et le « et » est fondamental. Et il se trouve que nous n'avons pas besoin de protéines animales pour bien vivre. Très bien. Donc, en fait, il y a convergence d'intérêts. On respecte les animaux et nous, on vit bien. Moi, j'aimerais le pousser en ses retranchements sur, par exemple, l'accès à l'eau. Vous avez plein de régions dans le monde où il y a un stress hydrique total et malheureusement, avec le réchauffement climatique, ça va aller crescendo. Là, tout d'un coup, on est face à un jeu à somme nulle. On la donne à qui, l'eau ? Là, tout d'un coup, nous sommes dans des positions avec les animaux qui sont antagoniques. Est-ce qu'au motif que on est des hommes, faut faire primer l'être humain, ou est-ce qu'il nous dit, en toute cohérence avec sa pensée, non, l'eau, on va la répartir aux uns et aux autres. Je trouve qu'il manque parfois une réponse de sa part à des situations où on se retrouverait vraiment en conflit d'intérêts avec les animaux. Ça m'a manqué. Et le deuxième bémol que j'y vois, c'est que je trouve qu'il troque trop souvent sa casquette de philosophe, qui est pleinement légitime du fait de sa puissance conceptuelle, du fait de son titre, la chaire d'éthique de Princeton. Il est incontestable. Il troque trop souvent cette casquette-là avec celle de militant. Je vous prends un exemple. Il le dit très clairement. Il parle de pureté militante. Il dit rejoignez le mouvement. C'est ça. Mais concrètement, quand il nous dit en reprenant Kant, l'impératif catégorique kantien qui veut qu'il faille considérer l'autre comme toujours une fin et pas seulement un moyen, et ne pas l'instrumentaliser, ça faut l'étendre aux animaux. Très bien, là il est philosophe, c'est sa casquette de philosophe, pas de problème. Et puis la page suivante, il vous dit voilà, la viande cellulaire, c'est l'avenir. Alors attendez, la viande cellulaire, je veux bien, mais en fait, il y a vraiment débat, vu notamment sa consommation énergétique maximale. Là, je voudrais du débat. Je voudrais qu'il y ait des climatologues, je voudrais qu'il y ait des spécialistes de l'alimentation. Bon. Donc, il y a vraiment des moments où je trouve qu'il est parfaitement dans son rôle. Et puis la page suivante, avec une très grande assertivité, il part sur le militant. Nora Boisoni, pour répondre. Alors, je suis pas d'accord. On serait pas en concurrence avec les animaux pour l'eau. Il y aurait beaucoup moins d'animaux sur Terre si on ne les mangeait plus, puisqu'ils ne seraient pas élevés pour, ni domestiqués pour notre bon plaisir. Ensuite, il aborde quand même les risques sanitaires. Souvent,
par rapport au Covid, justement, il parle des marchés humides, notamment en Chine. Et les descriptions sont assez dingues, atroces, et elles sont complètement, elles sont authentiques, quoi. Il nous parle des accidents du travail dans les abattoirs. Il parle des risques de la santé mentale des gens qui travaillent dans les abattoirs, qu'il dit être désensibilisés à la souffrance animale. Donc, pour moi, il y a une vision quand même assez globale de la souffrance générée par les humains sur les animaux, mais sur les autres humains aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressée sur les circonstances de cette consommation, sur ce qui les justifie. Sur la viande cellulaire, je vous rejoins complètement. Moi, j'étais assez étonnée d'ailleurs que il plaide en faveur un peu, ça sort un peu Peterson sous le chapeau. En fait, ça va trop vite ces articles. Oui. Alors après, je pense que c'est un tout petit recueil qui a vocation à être une petite boîte à outils. Après, si on veut approfondir, on peut le faire. On peut aller lire ses livres, on peut lire ses entretiens, etc. Moi, je trouvais ça vraiment, encore une fois, et comme vous le disiez, on est mal à l'aise en lisant, et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on est mal à l'aise. Moi, j'ai quand même hésité avec entre. Effectivement, c'est une bonne manière d'entrer dans sa pensée, de se dire on va lire la libération animale, on va suivre ce que fait Peter Singer. Et en même temps, un petit coup un peu de com', d'édition, où en fait, c'est un bon moyen de rassembler des textes de Peter Singer, de se dire, regardez, il a fait une petite introduction, il rappelle vaguement comment il se positionne, mais c'est quand même très rapide et c'est un peu facile, quoi. Enfin, voilà. Moi, je suis restée sur ma faim et je trouve que de l'appeler vegan, c'est presque un peu trop, puisque les premiers textes sont plus sur l'utilitarisme et sur la philosophie animale que sur vraiment le véganisme. Peut-être un dernier mot là-dessus, Nora Boisoun. L'antispécisme est à la racine du véganisme et non du végétarisme ou du végétalisme. Le véganisme est encore plus radical que le végétalisme. On ne porte pas de cuir, on n'utilise pas de laine, on ne mange pas de miel, on ne mange pas d'œufs. Et c'est vraiment ce fondement moral qui, moi, m'intéresse. Marie Boëton, un dernier mot. Moi, j'ai trouvé que ça avait le mérite de rendre très, très accessible une pensée qui pourrait impressionner. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle le titre de ce texte de Peter Singer, enfin de ces textes de Peter Singer, c'est Vegan, une éthique de la nourriture. Marie Boëton vous lit dans La Croix l'Hebdo. Nora Boisouni, de vous on peut lire Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette. C'est paru aux éditions Nourri Turfu. Vous retrouverez, chers auditeurs, auditrices, toutes les références sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.